Le nouvel album de Clara Luciani s'ouvre sur un cœur qui bat, le sien bien sûr, qui bat un peu plus fort quand elle écrit, quand elle compose, quand elle joue sur scène. Et à elle, la scène a manqué follement, éperdument, douloureusement. Durant ces longs mois de pandémie, Clara Luciani, qui s'est fait connaître la rage au ventre en dégoupillant une grenade, a pris conscience de la fragilité de son métier, mais aussi de son absolue nécessité. Elle n'a cessé de travailler, de chercher, de créer, et elle a dégainé un nouveau tube, Le Reste, pop et dansant comme un antidote au confinement, un puissant vaccin contre la morosité, un appel à l'été, à la mer, à l'horizon qui se dessine enfin. J'ai rencontré Clara Luciani un jour pluvieux du mois de mai, dans le studio où elle a enregistré son album, le studio Ferber, studio légendaire qui a vu passer Gréco, Gainsbourg, Bachung, et qui se situe à la campagne à Paris. C'est le nom de ce bout de quartier avec des maisons, des jardins, des ruelles et des musiciens qu'on voit descendre des taxis les bras chargés d'instruments. Ils viennent répéter, enregistrer. Au sous-sol, une table de mix, un canapé, et soudain une artiste à la frange parfaitement affûtée. Je suis Baptiste Etchegaray et vous écoutez Infusion, le podcast de la Fnac. Bonjour Clara Luciani. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce studio ? C'est plutôt qu'est-ce qu'il n'a pas de particulier, parce que je trouve qu'il est très spécial, ce studio. Chaque recoin semble raconter une histoire, avoir été témoin d'un grand disque. Et puis il y a aussi le patron, JC, que j'aime passionnément. En fait, l'enregistrement au studio Ferber, en tout et pour tout, ça a dû être quelques semaines, parce qu'il y a eu en amont tout un travail de préparation colossal. Donc, mais en tout cas, on est resté, je dirais, à peu près 3 semaines ici. Et avec des moments phares. Par exemple, le moment où on a enregistré les 18 violons et où j'ai versé ma petite larme, parce que quand on a une chanson sur laquelle on travaille depuis des mois et puis que tout à coup elle prend corps et voilà, ça m'a fait laisser de marbre. Je vais fermer les paupières comme on ferme un rideau. À bientôt. J'espère que vous aurez aimé mon petit numéro. Au revoir. C'est une chanson qui s'appelle Au revoir. Et là, pour la première fois, j'ai écrit parce que j'avais peur. Parce que pendant ces confinements, j'ai douté de la possibilité que j'aurais de remonter un jour sur scène. Et j'ai trouvé que tout mon équilibre, en fait, était ébranlé par cette possibilité. Et du coup, j'ai écrit cette chanson qui s'appelle Au revoir et qui est sur l'idée de moi qui dis adieu à mon public. Et c'était très dur à écrire. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée de l'album. Mais elle est naturellement très triste. Et j'avais besoin de violon parce que comme disait Verlaine, les sanglots des violons. Du coup, je sais pas, quand j'ai écrit cette chanson très rapidement, j'ai imaginé qu'il y aurait des violons. Et j'ai supplié mon label pour avoir 18 violons parce que, évidemment, c'est un gros budget pour un disque. C'est peut-être pour ça que les gens vont de plus en plus aussi vers l'électronique et vers les ordinateurs. Mais je crois que pendant ces confinements, les gens m'ont tellement manqué. Le fait de faire de la musique ensemble m'a tellement manqué que j'ai eu besoin plus que jamais qu'il y ait du monde sur ce disque. Et cet état de tristesse dont vous parliez, il vous a pas quand même empêché de créer ? Ça a quand même été un moment un peu moteur. Vous savez, il y a quelque chose de terrible, c'est que bien souvent, c'est le bonheur qui empêche de créer, pas la tristesse. Alors ça, c'est vraiment mal fichu, mais... C'est-à-dire qu'il vaut mieux être malheureux pour écrire et imaginer, être inspiré. Bah ouais, je crois. Après, ça vaut pas le coup de s'obliger à être malheureux comme ça, juste pour écrire des chansons, mais oui, moi je pensais à Musset qui disait les chants du désespoir sont les chants les plus beaux. Et c'est vrai, moi quand j'écoute Ne me quitte pas, ça me fend en 1000 morceaux, comme jamais aucune chanson heureuse pourra me toucher.
Et donc, si vous êtes devenue chanteuse, musicienne, c'est parce que vous étiez malheureuse ? C'est parce que j'étais seule. En tout cas, ça c'est sûr. J'étais une enfant seule et moquée, et j'ai dû me créer une forteresse imaginaire. Et mes chansons, c'était mes seuls amis. Pourquoi vous étiez moquée ? Parce que j'étais bizarre, parce que je vivais dans mes livres, parce que plein de raisons. Enfin, il n'y a pas de bonne raison d'être moquée, mais en tout cas, les enfants en trouvaient beaucoup. Vous étiez différente. Ouais. Mais maintenant, je suis bien heureuse d'être différente. Mais quand on est enfant, c'est pénible. On voudrait juste ressembler à tout le monde. Donc, quelque part, la musique vous a un petit peu sauvée, ou en tout cas, elle vous a émancipée. Ah, complètement, c'est mon radeau. Ces mots que vous dites, quand j'aurai tout chanté, il faudra pas pleurer. Quand j'aurai tout chanté, je me tairai. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous envisagez le moment où vous aurez tout dit, tout chanté, et qu'il faudra savoir passer à autre chose ? J'ai l'impression que j'y arriverai jamais au bout. Moi, je voudrais, dans l'idéal, cette chanson, de toute façon, c'est un peu un clin d'œil à ça, mais mourir sur scène. Je préférerais, plutôt que de me taire et puis attendre. En fait, ce qui était dur, surtout, je crois, c'est de disposer d'autant de temps. Parce que tout à coup, tous mes proches et mes amis me disaient « Ah, bah là, t'as du temps, tu dois écrire plein de chansons. » Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que plus que du temps, ce dont on a besoin pour créer, c'est de la liberté. Et j'avais pas réalisé ça, c'est drôle, avant. Et là, j'ai mesuré tout ça. En écoutant votre album, en voyant le clip, dans ce moment où on a été tellement empêché de tout, d'entendre d'un coup Le Reste, qui est un morceau ensoleillé, pop, acidulé, rempli de citron, de soleil, de cinéma vintage, de gens qui dansent, ça fait un bien fou. Et j'avais l'impression que peut-être c'était la pop, la musique, qui nous sauverait. Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse. Je ne peux pas oublier ton cul et le grain de beauté perdu sous ton pouce et la peau de ton dos. J'ai pas les compétences médicales pour me mettre à chercher un vaccin contre le Covid, malheureusement. Du coup, j'ai fait cet album à la place. Parce que c'était, il me semblait un devoir de faire quelque chose de lumineux et de créer du merveilleux dans un espace-temps où on nous empêchait complètement de rêver, parce qu'on nous privait de culture, parce qu'on nous privait d'espoir aussi parfois. Et donc voilà, j'ai fait ce disque vraiment pour ça, je crois. Et vous savez, j'ai toujours eu j'ai ce truc dans ma personnalité, c'est que même quand je suis triste, quand je suis entourée de gens, je m'autorise rarement à me montrer que je suis malheureuse, quoi. J'ai toujours eu ce petit côté clown. J'ai envie de faire rire les gens, j'ai envie de leur faire passer un bon moment. Et depuis petite, je suis comme ça. J'ai envie de, je sais pas, de faire rire les gens autour de moi, d'apporter un peu de légèreté. Alors que j'en manque, cruellement. Mais et je crois que ce Covid m'a fait me sentir quelque part un peu responsable de devoir divertir. Et je trouve que cette démarche un peu altruiste, finalement, elle m'a sauvée de moi, mes craintes. On va croire qu'on n'est jamais vraiment altruiste. Enfin, c'est jamais désintéressé. Enfin, je crois que je l'ai fait pour moi, en un sens. J'adore ce clip, Le Reste. Vous l'avez tourné dans le Sud, qui est la région où vous avez grandi. Pourquoi vous avez eu ce besoin de revenir un peu à vos origines ? Je me suis rendu compte à quel point le Sud me manquait. Et le Sud, pour moi, c'est aussi mon enfance, quoi. Et mon enfance, c'est Les Demoiselles de Rochefort. Parce que ça a complètement bouleversé ma vie, ce film. C'est un immense électrochoc. Et du coup, j'ai eu envie de combiner les deux. J'ai eu envie de déplacer finalement les demoiselles de Rochefort à Sanary. Et voilà, j'avais vraiment besoin de cette douceur-là. Et de faire un hymne à mon enfance dans un moment en plus très difficile pour moi, parce que mon grand-père nous a quittés. Et mon grand-père, c'était le gardien de cette enfance-là. Et j'aurais aimé d'ailleurs, les premières fois où on a commencé à écrire sur le clip, j'avais en tête qu'il soit avec nous, quoi, qu'il ait son rôle dans l'histoire. Vous vous souvenez de ce choc des Demoiselles de Rochefort quand vous l'avez vu la première fois ?
Ouais, bah, j'avais, je sais pas, 8 ou 9 ans et c'est, à l'école, on nous a amené le voir à Martigues et c'était un choc, aussi bien sonore que visuel et je suis rentrée à la maison et j'arrivais pas à m'arrêter de chanter et j'ai vraiment réalisé que c'est ce que je voulais faire. Après ça, j'ai forcé ma mère à m'acheter des grands chapeaux roses et jaunes. Enfin ça c'est je dessinais Catherine Deneuve tout le temps. Donc ce film a été peut-être le déclencheur de votre vocation. Oui, je pense. Et je parlais tout à l'heure de la mission que je m'étais donnée, qui est une mission presque de, comment dire, de fée, quoi. D'apporter comme ça de l'enchantement dans un moment terrible. Je crois que c'est quelque chose que j'aimerais copier de Jacques Demy, qui est un grand enchanteur comme ça, qui... c'est ça aussi, je pense, qui a été un bouleversement dans ma vie, c'est de réaliser qu'il y avait comme ça des artistes qui créaient des réalités parallèles, oniriques, pailletées, sublimes, dans lesquelles on pouvait se réfugier quand justement la réalité de notre société était un peu trop pénible. J'ai besoin de m'évader comme ça. Peut-être que pour d'autres, ça l'est pas, hein, mais ouais, les comédies musicales ont ce rôle-là chez moi. J'ai revu plein de fois pendant le confinement Un Américain à Paris aussi. Enfin, ces films-là, je sais pas, ils me font vraiment du bien. C'est mes remèdes à la mélancolie. Vous aimeriez vivre dans une comédie musicale? Ah oui, j'adorerais. Ah là là. Mais c'est déjà un peu le cas. Parfois, j'arrête de chanter pour pas trop embêter les gens, mais j'ai une vie haut en couleurs et pleine de chansons. Donc, j'ai, je crois, le genre de vie qui se rapproche le plus de comédie musicale. Et cette légèreté, vous en avez peut-être aussi manqué pendant l'enfance ou à l'école? Ah bah oui, surtout que, vous savez, on m'a empêchée d'être légère trop longtemps, dans le sens où moi, quand j'avais 10 ans, j'en paraissais, je sais pas, 16. Enfin, à 11 ans, je faisais 1m76. Donc, on m'a très vite parlé comme si j'étais adulte. On m'a très vite enlevé une part de ma légèreté. On m'a fait passer de l'enfance à l'adolescence très, très rapidement. Donc cette histoire de taille, être plus grande que les autres, ça a été vraiment un problème? Oui, ça l'est encore aujourd'hui parce que je suis pas la personne la plus... je suis pas immensément confiance en moi. Et je trouve que quand on fait 1m82, quand on rentre dans une pièce, voilà, je trouve que moi, ça m'encombre, en fait. Mon corps m'encombre. Voilà. Et heureusement que j'ai une guitare, dans les premiers concerts, heureusement que j'avais une guitare parce que j'avais comme ça mes membres, j'avais l'impression qu'ils étaient hyper longs, que je savais pas quoi en faire. Et je me disais, heureusement que j'ai cette guitare en bouclier pour les occuper parce que j'étais encombrée par mon corps. Ouais. Ah ouais, la guitare vous donne une contenance, elle vous permet d'un coup d'assumer votre taille. Bah, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fument pour s'occuper les pattes. Parce qu'on est là avec nos mains, nos bras, là, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, il y a des gens chez qui c'est naturel. Je suis très admirative des danseurs pour ça, qui sont là, qui ont une grâce comme ça naturelle. Moi, je suis mal à l'aise, quoi. Je sais pas. Quand je marche dans la rue, je mets mes bras derrière mon dos. Je sais pas quoi en faire. C'est pas quoi faire de vos bras dans la vie quotidienne, quoi. Et donc, du coup, avoir une guitare, j'imagine que pour vous, c'était aussi une façon vraiment là, d'un coup, de savoir quoi faire de vos pattes. Bah, voilà, c'est ça. C'est peut-être un truc de timidité aussi, ça, vraiment. Il y avait Brel dans sa chanson sur les timides qui dit que les timides, on dirait qu'ils ont une valise dans chaque main. Moi, je me suis sentie comme ça souvent. Vous avez commencé la guitare à quel âge? J'ai jamais eu pour vocation d'être guitariste. Je me suis toujours dit que ça allait être un outil pour m'aider à écrire des chansons, mais je suis pas guitariste. Mais j'adore les instruments. Là, je me suis mise au piano, je joue très mal, mais je suis en train d'apprendre Satie. J'adore Satie, c'est incroyable. Magnifique. Oh là 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 là. Fabuleux, fabuleux. Le problème, c'est que pour l'instant, c'est encore trop douloureux pour moi. Enfin, quand j'écoute Satie, j'ai beaucoup de mal à ne pas pleurer. C'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui me font cet effet-là. C'est tellement sensible, je sais pas. Ça tire sur une corde secrète chez moi. Mais ça nourrit, en tout cas. C'est peut-être pour ça que mes chansons, quand on dit qu'elles sont très solaires et tout, ce qui est le cas, le reste est très solaire, mais mes paroles sont toujours extrêmement graves, en fait. C'était le cas, par exemple, de La Grenade, ce tube incroyable où, en fait, vous dites des choses quand même très fortes, très dures.
mais qui passe, sur lequel on danse là-dessus, alors que vous dites c'est un message féministe très fort. Moi, c'est ce qui me fascine, en fait, c'est être capable, comme les Rita Mitsuko, d'écrire sur le petit train. Et en même temps que ça reste une chanson sur laquelle on a envie de danser. Mais parce que je sais pas, danser, c'est pas forcément quelque chose de léger ou de joyeux. Hein. Danser, pour moi, c'est comme chanter, c'est une pulsion de vie, c'est un truc... quelque part, c'est relâcher des énergies qui nous encombrent, qui sont pas forcément des énergies positives. Donc, c'est une thérapie, la danse. Moi, j'adore quand je suis pas bien mettre de la musique très fort et danser. Je danse très mal. Mais je danse pas pour bien danser, justement. Je danse pour... avec l'exacte... la même pulsion de survie qui me pousse à chanter, quoi. C'est pas pour chanter bien, c'est pour ça que j'ai jamais pris de cours de chant. C'est un cri, quoi. Sad and slow, joue-moi quelque chose de beau, de sad and slow, quelque chose sur ton piano. Peut-être le slow n'est pas mort. Est-ce que vous avez une appétence pour ce genre-là, pour le slow ? Moi, j'adore ça, je trouve ça très joli. En fait, ça me rappelle les booms et puis les danses maladroites comme ça, où on est là à se marcher sur les pattes. Et je pensais, d'ailleurs, c'est marrant, mais je pensais aux ados là, qui sont avec des masques à l'école, qui peuvent pas, ou peut-être qu'ils le font en secret, mais qui peuvent pas s'embrasser furtivement derrière les arbres de la cour d'école, qui peuvent pas danser de slow au boom. Je trouve ça tellement triste. Mais ce disque-là, comme je l'ai pensé comme un concert ou comme une soirée dansante, il me semblait nécessaire qu'il ait sa pause, ce moment où on peut soit aller s'asseoir, soit danser un collet serré, lent et sensuel. Et voilà, c'est une respiration dans le disque, en fait. Il fait suite à une autre chanson qui est relativement lente et c'est le temps de reprendre ses esprits et puis de se remettre à danser. Vous, pendant les booms, on vous invitait pas à danser le slow parce que vous étiez trop grande ? Ah oui, moi, j'avais pas beaucoup de succès, non. En fait, quand je disais sad and slow, je voyais plus ça comme un genre musical, des chansons tristes et lentes. C'est mes chansons préférées, je crois, en général. J'adore les chansons tristes et lentes. Il en faut pas trop sur un disque, évidemment, parce que sinon, ça peut être un peu pénible à la longue, mais moi, je suis celle qui va chercher la face B, la chanson déprimante, et qui va l'écouter en boucle. J'avoue que la chanson française, la pop française, c'est fondamental chez vous. Ah oui, j'adore ça. J'adore ça. J'ai vraiment deux grandes familles. C'est vraiment le rock anglo-saxon et puis la chanson française. J'avais des idoles comme Françoise Hardy ou Nico du Velvet Underground, PJ Harvey, Barbara. C'est marrant, vous venez de dire Françoise Hardy, et il y a quelque chose quand vous montez dans les aigus, on pense à elle. J'imagine que c'est inconscient. Je pense que quand on écoute beaucoup quelqu'un, finalement, on finit par lui emprunter des choses, c'est sûr. Je crois que ce qui me fascine, moi, chez Françoise Hardy, c'est... je sais pas, la version équivalente en littérature, ce serait l'écriture blanche de Annie Ernaux. C'est l'idée de ne pas faire de floriture, quoi, d'être vraiment droite comme une flèche, quoi. C'est ce que je recherche, moi, je crois, dans les voix. C'est pas du tout la perfection, c'est la pureté. Et votre voix, elle a cette particularité de monter haut dans les aigus et d'aller bas dans les graves. Oui, après, par contre, mes aigus sont très maladroits, très fragiles, mais comme je vous le disais, je crois que j'ai décidé d'assumer ça aussi. On peut pas plaire à tout le monde, il y a bien évidemment des gens qui recherchent la technique, les prouesses, tout ça, mais ouais, moi, c'est pas ce qui me plaît chez les gens. Mais est-ce qu'il y a toujours le désir, l'envie d'écrire un peu la chanson ultime, de trouver le truc Ouais. Ça, c'est le piège aussi, je crois, quand on a écrit La Grenade, quoi. Oui. C'est de se dire, mais c'est quoi la prochaine grenade ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut, du coup, que je fasse absolument des chansons up-tempo ? Est-ce que... je crois que ça sert à rien d'y penser. Je crois qu'il faut se dégager de tout ça. Je crois que s'il y avait des recettes secrètes au tube, ça se saurait, quoi. Je crois que ce qui fait justement toute la complexité de la chose, c'est qu'il n'y a pas de protocole à suivre. C'est qu'une chanson piano-voix peut devenir un immense hit. Parfois, on est jaloux des chansons qu'on n'a pas écrites. Ah ouais. Oh là là. Ah oui, parfois, je me dis, mais pourquoi j'ai pas trouvé ça ? Ou un mot qui tombe
parfaitement au bon moment, ou le changement d'accord qui fait que la chanson est sublime. Ouais. Mais c'est bien, hein, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la méchante jalousie, hein. C'est de la jalousie, comment dire, au contraire, qui nous pousse à nous dépasser. Et je pense que j'ai mis longtemps à comprendre que mon métier, c'était aussi certains jours accepter de ne pas travailler. Parce que ne pas travailler, c'est pas rester dans un lit, les yeux fermés, ou à regarder des séries. C'est aller dehors, c'est emmagasiner des couleurs, des émotions, c'est rencontrer des gens, c'est vibrer pour un film, pour un tableau, et en fait, ça, c'est déjà mon travail, parce que c'est préparer ma matière première, en fait. Avant, je culpabilisais s'il y avait, je sais pas, genre 2 semaines où je travaillais pas. Là, maintenant, je peux ne pas écrire pendant 3 mois, je m'en fiche, parce que je sais que je suis en train de préparer quelque chose et qu'il faut du temps, quoi. Parfois, j'ai un mot qui va me venir. Par exemple, on va parler tous les deux et je sais pas, il va y avoir une question, un truc que vous allez secouer chez moi, et puis je vais me dire, ah tiens, je garde ça dans ma tête, et puis peut-être que dans 3 mois, ça sera la petite graine qui deviendra une chanson. C'est marrant, hein. Mais ouais. Donc j'ai une immense responsabilité en tant qu'intervieweur. Inspirez-moi. Et ça ne vous viendrait pas à l'esprit que vos textes soient écrits par d'autres ? Ah non. Ah, surtout pas. Autant j'ai aucun problème, parce que je sais mes limites en tant que musicienne, donc parfois je tourne un peu en rond dans les accords. Je vais demander à mon ami Sage de m'aider à peaufiner la composition sans problème, aucun. Mais par contre, je ne peux pas chanter les mots de quelqu'un d'autre. C'est comme si on m'écrivait un discours et qu'on me disait, allez, maintenant, tu lis ça devant tout le monde. Non, impossible. On peut pas me mettre les mots de quelqu'un d'autre dans la bouche. Je ne peux pas. Parce qu'en fait, je crois que c'est vraiment à cause de la scène, parce que quand je suis sur scène, j'ai l'impression de livrer des confidences à mon public, et j'ai l'impression que si je chantais les mots d'autrui, eh ben je ferais des confidences qui ne m'appartiennent pas. Je sais pas. Je pense que c'est vraiment lié à ça, ou à ce que je ressens quand je chante sur scène. Est-ce que vous imaginez le moment où vous allez pouvoir remonter sur scène ? J'y pense tout le temps. J'y pense tous les jours. Tout le temps. Ça vous manque, j'imagine. Cruellement. De ne pas voir votre public. Bah oui, et puis tout ce qui me donne, quoi. Quelle chance j'ai. C'est dur de faire sans leur amour. Et vous savez pourquoi vous avez tellement besoin de ce lien avec ce public physique face à vous, en concert, en festival ? J'ai l'impression de boiter, quoi, sans leur amour, quoi. Que je me sens toute déséquilibrée. Parce que c'est vraiment eux qui m'ont appris à m'accepter. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils m'ont appris à m'aimer, parce que j'ai encore un petit peu de travail, mais en tout cas, je leur dois énormément, et là, d'être privée de leur regard, je sais pas, je me sens un peu incomplète. Est-ce que parfois vous vous dites, on a été tellement comme ça isolés, empêchés, qu'il va y avoir de nouvelles années folles, des années 20 comme ça, jouissives ? Ah, mais c'est certain, on va avoir au moins 40 glorieuses. Ah ouais. Voilà. Qui dit mieux ? Les 40 Glorieuses démarrent dès maintenant avec le nouvel album jouissif et coloré de Clara Luciani. Il s'appelle Cœur, il bat très fort et il est disponible chez Universal. C'était Infusion Fnac, disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur laclacfnac.com. Ce podcast est produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média.